sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite avec chaque jeudi une interview et un conseil soft pour développer vos skills chaque lundi. Aujourd'hui, nous parlons de start-up. Et comme il existe des dizaines de définitions différentes pour ce terme, j'ai retenu celle de Peter Thiel, le cofondateur de PayPal. Car mon invité l'incarne à la perfection. Pour Peter Thiel, une start-up consiste à passer de 0 à 1 en transformant une idée en entreprise et en trouvant une nouvelle manière de rendre un service et de créer de la valeur. Driss Jebbar, fondateur de Cloudfreight, est passé de 0 à 1 en seulement une année. Et il nous prouve qu'il est possible de déjouer le destin en créant une start-up florissante et pleine de sens, à la fois pour ses clients, ses actionnaires, mais aussi pour notre planète. Je vous laisse découvrir comment Driss Jebbar a réussi ce triple win sur le podcast 27. Monsieur Driss Jebbar, je suis ravie de vous accueillir à mon podcast et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je sais combien les agendas des start-upers sont full. Alors vous êtes le fondateur de Cloudfreight, qui est connu pour être le Blablacar du transport des marchandises en Afrique, et c'est une entreprise que vous avez fondée en 2021. C'est bien ça ? C'est ça, donc on a commencé en début 2021 à monter cette structure. Et en mai dernier, vous avez réussi à lever 1 million d'euros, ce qui porte la valorisation de Cloudfreight à 20 millions d'euros. Donc c'est le rêve de tout start-upper, ça y est, vous avez réussi. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de réussite. En tout cas, c'est un stade important de la vie d'une start-up. Et c'est un gage aussi de confiance que de lever des fonds parce que derrière, c'est tout un travail pour convaincre des investisseurs de mettre un ticket dans une entreprise qui est très jeune quand même. Donc, un an, c'est pas suffisant en fait pour pouvoir convaincre, je le redis, au Maroc, c'est pas un peu la même success story qu'aux États-Unis, en Europe. Et lever des fonds, c'est pas évident. Plusieurs milliers d'entrepreneurs marocains vont témoigner de cela et très très peu de startups marocaines arrivent à lever de tels montants. Donc, nous, au bout d'un an, c'était un parcours quand même de combattants parce que il fallait déjà prouver que notre solution était pérenne, qu'on allait dégager de la valeur sur le moyen long terme et puis on a eu de la chance quand même d'avoir des investisseurs renommés autour de notre tour de table. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez eu le go de ces investisseurs ? Un soulagement. Il faut savoir que pour une start-up, l'argent, c'est important, surtout pour une start-up qui cherche une croissance accentuée. C'est-à-dire, on va utiliser l'argent pour croître. Et quand on utilise l'argent, bah, on est sur des phases quand même, ce qu'on peut appeler aux États-Unis la vallée de la mort. C'est quoi la vallée de la mort? C'est que vous commencez en fait à vendre à des clients, vous voyez que votre solution elle marche très bien et vous galérez en fait à gérer ce succès. C'est-à-dire, vous voyez en fait tellement de commandes, mais vous n'êtes pas assez staffé pour gérer ces commandes-là. Vous n'aviez pas prévu en fait une telle croissance et vous ne pouvez pas dire non, vous ne pouvez pas en tout cas dire à tous ces clients qui croient en vous et qui veulent en tout cas continuer à vous faire confiance, bah écoutez, on n'est pas prêt. Attendez un an jusqu'à ce qu'on ait assez d'argent pour recruter. Bah, c'est là où il faut en fait lever des fonds, c'est là où il faut aller chercher des investisseurs pour leur dire, bah écoutez,
on a une solution qui intéresse des clients entre les mains, on a besoin d'argent pour surmonter cette vallée de la mort. Et donc, pour ne pas tomber dans le cas de figure où tombent beaucoup de startups, hein, c'est 90% des startups ferment leurs portes au bout d'un an. C'est malheureux, mais c'est la réalité en fait. Il y a peu de startups qui continuent l'aventure. Ce que vous dites, c'est quelque chose que j'entends très régulièrement dans mes interviews, à savoir que c'est vrai que on développe une énorme énergie pour atteindre la réussite, mais parfois certains ne planifient pas l'après-réussite et notamment la gestion de cette croissance qui peut être un arrêt définitif de l'entreprise si elle n'a pas eu lieu. Bah, en tout cas, moi, ce cas de figure, je l'ai vécu, mais je l'avais préparé. C'est-à-dire, on le dit en fait, et c'est un conseil pour tous les start-upers, on lève pas des fonds quand on a besoin d'argent, mais quand on n'a pas besoin d'argent. C'est-à-dire, il faut pas attendre en fait qu'on ait le couteau sur la gorge pour aller chercher un investisseur, parce que déjà, il saurait que vous avez vraiment besoin d'argent et il va vous diluer, donc il va aller chercher le maximum en fait de pourcentage. Et deuxièmement, des fois c'est trop tard parce que vous allez peut-être dissuader des clients qui attendaient au bout de 6 mois en fait que vous puissiez recruter pour que vous honorez ces commandes. Et au bout de 6 mois, bah, vous n'avez pas pu lever des fonds et le client a dit bon bah je vais voir ailleurs. Donc le plus sain, c'est de préparer en fait ce stade-là, c'est de dire bon, je vais commencer maintenant. J'ai un business plan sur 3, 5 ans par exemple. Voilà ce que je vais aller chercher et pour chaque stade, voilà ce dont j'ai besoin en termes de financement et de le chercher en amont, sachant que un processus de levée de fonds il prend entre 3 mois et 9 mois en moyenne. Donc, c'est pas en attendant d'être vraiment en fait en besoin de cash intense pour se dire bah, c'est le moment d'aller chercher de l'argent. Mais non, il faut prévoir ça à l'avance, sachant que c'est une vieille mammouth quand même, quand on dit, hein, cette communauté de financeurs. Et donc, voilà, il faut s'adapter aussi à cet écosystème et se dire bon, je connais un peu la musique, je sais que j'aurais besoin de recruter tant de personnes ou bien j'aurais besoin d'investir dans tel ou tel outil. J'ai besoin de telle ou telle somme, bah, comment aller la chercher bien avant que je sois asphyxié. Depuis la crise qu'a engendré le Covid, on parle beaucoup d'incertitude, de savoir gérer cette incertitude. Et s'agissant de business plan, je me rappelle d'un entrepreneur qui me disait, moi je crois pas au business plan, c'est juste fait pour rassurer tout le monde, mais personne ne réalise réellement ce business plan. Et comment on fait pour justement prévoir, quantifier, se projeter dans un marché qui est nouveau, dans un produit aussi qui est totalement nouveau. Comment est-ce qu'on procède dans ces cas-là? Comment on fait donc pour être dans des certitudes alors que dans cette phase-là de démarrage d'une entreprise, on est au top de l'incertitude, non? Je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question, mais je vais plutôt en fait aborder un sujet. On parle en fait de management des risques, on parle de start-up et ces deux éléments, je dirais, qui sont contradictoirement opposés. C'est-à-dire, on n'est pas dans un cas de figure où c'est une entreprise installée, une entreprise qui est staffée, une entreprise qui est stable et qui va faire une analyse de risque sur un marché qui est plus ou moins, je dirais, un peu conventionné. Une startup de nature, elle va proposer une solution qui va déstabiliser un marché et donc qui vient dans un environnement, et elle est nourrie en fait de cette incertitude. Une startup, elle doit être nourrie de cette incertitude et doit, comme on dit, jouer avec le feu.
C'est ce qui fait en fait qu'une startup, moi je le dis et je suis pas le premier, là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'opportunité. Et c'est ce qui s'applique en fait aux startups. Contrairement à une société où je suis d'accord, hein, il faut peut-être même un pôle en fait sécurité, risque, management, parce que c'est un secteur qui est conventionné, on peut maîtriser plus ou moins, ou en tout cas prédire les risques. Mais pour une startup, moi personnellement, en parlant de mon cas de figure, bah, j'ai pas en tout cas d'exemple de solutions qui ont avant moi fait la même chose, par exemple, ou qui m'ont tracé le terrain, ou qui ont éduqué le marché pour moi. C'est-à-dire, moi, je me lance pour éduquer ce marché-là. Je me lance sur un terrain nouveau. Et je me lance sur cet aspect de dire, bah, je vais aller droit dans l'incertain. Et ça me plaît. C'est dans mon ADN de dire, bah, bon, j'ai jamais planifié quelque chose dans ma vie, donc ça tombe bien. Là, j'ai une boîte. Je vais foncer et je dois avoir une seule qualité, c'est la résilience. Et si je peux rajouter une autre, c'est de s'adapter au changement. Nous, on a créé cette entreprise plein milieu Covid. Donc, vous voyez déjà que c'est pas simple. Euh, mais au contraire, c'était une aubaine pour nous parce que ça a quand même accéléré notre croissance et notre acquisition client. Euh, je cite un exemple. Donc nous, on est une société, une startup, ça reste une société qui organise le transport pour des entreprises et qui les connecte avec des transporteurs. Bah, avant la crise Covid, il faut savoir que toute entreprise classique de transport était obligée d'aller voir un chargeur, donc un client, une entreprise, en face-to-face, dans leur bureau, pour leur dire, bah, écoutez, moi, j'ai tant de camions, je peux transporter votre marchandise. Bah, et ben, du jour au lendemain, suite au Covid, bah, ces entreprises, ils ont changé de façon de travailler. Ils n'avaient même pas plus le choix de faire en fait des points à distance. Et ça, c'était une aubaine pour nous. C'est-à-dire, au lieu de se déplacer, bah, en tout cas embaucher des commerciaux avec des véhicules de fonction ou payer en fait les frais de déplacement pour qu'ils fassent une réunion par jour ou deux, bah, suite en fait à ce boom, je dirais en fait des points, des visioconférences et tout, bah, on peut faire 10 voire 20 rendez-vous par jour avec des clients. Et ça, c'est un simple exemple. Et il y en a d'autres. Donc là où il y a des risques, il y a des opportunités. C'est là où en fait où nous en fait on se nourrit, c'est notre ADN. Et une startup qui commence un peu à passer énormément de temps à écrire sur un bout de papier, voilà, la matrice de management de risque, bah, je pense qu'il se trompe en fait de business. Oui, c'est vrai qu'à un certain moment, il faut arrêter de planifier ce qu'on va planifier, qu'on va présenter. D'ailleurs, Jeff Bezos, dès 2019, a interdit les présentations PowerPoint à ses équipes. Ça doit avoir une raison. Alors, pour revenir à ce que nous disions, euh, finalement, on peut dire qu'il y avait une espèce d'alignement de planètes vous concernant, puisque avec cette crise du Covid, les problématiques de transport sont devenues encore plus présentes. Et puis, il y a aussi cet engouement vertueux pour protéger notre planète. Et vous, vous arrivez avec Cloudfreight pour proposer d'optimiser les retours à vide de ces camions, qui est une solution vraiment parfaite pour réduire l'empreinte carbone de ces transports de marchandises. Donc, les planètes étaient alignées pour vous, Sidris? Je pense que c'est une très belle transition. Il faut savoir que en Silicon Valley, c'est quand même un peu la terre d'innovation dans le monde. Euh, les trois critères les plus importants pour juger de la réussite en fait d'une startup, le premier, je vais citer qu'un seul, et il se place en premier sur le premier plan, c'est le time to market.
time to market, c'est-à-dire vous n'êtes pas venu trop tard et vous n'êtes pas non plus le premier à avoir pensé à une idée folle alors que le marché n'est pas prêt pour l'accueillir. Et donc, nous, on était dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire, le marché, pour nous, il n'était pas très mature, n'était pas non plus, en tout cas, neuf dans l'esprit d'adopter de la digitalisation. Et donc, il faut à ce moment-là juste venir avec une idée qui a un sens. Donc, nous, l'idée, elle est toute bête, hein. On n'a pas réinventé la roue. Il y a énormément, en fait, de camions qui circulent à vide. Quand je dis énormément, je peux le chiffrer parce qu'aujourd'hui, c'est chiffré, c'est 30% de camions qui circulent à vide tous les jours. Moi, ayant déjà travaillé dans ce milieu-là pendant 8 ans, mon père était chauffeur routier, je connais en fait ce métier, ça coule dans mes veines. Et je me suis dit, bah, c'est une aberration. C'est une aberration sur le plan économique parce que c'est une perte de chiffre d'affaires pour ces sociétés de transport qui, dont 90% sont de petites structures de taille familiale qui ont moins de 2 camions. Et donc, qui n'ont pas de service commercial, de service marketing et qui n'ont pas la possibilité d'aller chercher des opportunités à des milliers de kilomètres de leur lieu de prédilection. Donc, quand ils vont charger d'un point A à un point B, bah, souvent, ils trouvent pas de chargement du point B au point A. Et ils reviennent vite. Et donc, je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire. Et puis, j'avais aussi une certaine sensibilité côté environnemental, parce que moi, j'ai 2 enfants. Je voudrais bien, en fait, que le monde où ils vont vivre demain, et qu'il soit un monde sain. Nous, on a eu la chance, bah, même si moi, je suis tombé pile poil avec cette chaleur atroce et tous les ans, il y a 1 degré de plus, en fait, qui se rajoute, bah, on est plein dedans dans le dérèglement climatique, quand même. Mais pour nos enfants, si on fait rien aujourd'hui, peut-être qu'ils n'auront même pas de terre où vivre, en fait, demain. Et donc, chacun, il doit faire quelque chose à son niveau. Et moi, je me suis dit, bah, j'ai cette opportunité de contribuer à mon petite échelle à ce qu'on puisse penser à un monde différent. Et donc, je me suis attaqué à cette problématique avec aussi cette ambition de dire, bah, tous ces camions que je vais pouvoir optimiser, c'est des kilomètres qui ne seront pas parcourus à vide et donc c'est des tonnes de CO2 qui seront épargnées. Et c'est vrai que des fois, c'est même ça en fait qui me drive. C'est ça le carburant en fait qui me pousse à à tout défoncer sur mon chemin. C'est parce que c'est une valeur en fait qui est chère à nous tous, hein. Là, on a un sens ou ce qu'on fait a un sens. C'est pas juste la quête en fait de fortune ou d'argent ou de devenir une licorne valorisée à 1 milliard de dollars. Là, on a un impact et une croissance. Et pour moi, c'est vraiment le cocktail en fait de la réussite. Un impact, une croissance. Et on est plein dedans parce que le marché, il est très grand, le marché du transport routier. Et nous, aujourd'hui, on est submergé par les demandes. C'est juste notre capacité à répondre à cette demande-là. En fait, plus je me documente et plus je passe mon temps à poser des questions aux entrepreneurs et je me rends compte que avoir donné du sens à son entreprise, à sa mission, en ayant un impact positif sur notre planète, c'est quelque chose qui revient le plus souvent et on a l'habitude de parler de win-win situation, mais là on va rajouter un troisième win qui revient de manière assez fréquente et qui est le win pour notre planète. C'est notre cas, en fait. Même dans notre présentation, c'est ce qu'on met en avant. Pour nous, c'est 3 wins, c'est win-win-win. Donc, pour les entreprises qui ont des marchandises, on réduit les coûts pour eux parce qu'ils vont pas acheter au même prix une place vide. C'est aussi gagnant pour les transporteurs parce que c'est un chiffre d'affaires supplémentaire au lieu qu'ils parcourent à vide en fait des milliers de kilomètres. Et pour l'environnement, c'est moins de trafic et moins de pollution.
c'est un peu voilà notre triptyque en fait qui nous drive aujourd'hui. Alors, à 16 ans, Cédric, vous étiez déjà indépendant financièrement et je voudrais qu'on parle un peu de cette partie-là de votre vie parce que trop de fois j'ai entendu non mais moi je peux pas me lancer, je peux pas devenir entrepreneur parce que pour réussir il faut avoir une famille qui a des relations, avoir de l'argent et puis de toute façon j'ai même pas envie de me lancer parce que les dés sont pipés d'avance. Vous à 5 ans vous teniez un étal de légumes. Effectivement, à 5 ans, en fait, j'étais déjà entrepreneur, euh, mais c'était pas un choix. En fait, j'avais perdu mon père. Et ma mère était femme au foyer et avec 5 enfants. Moi, j'étais un peu le dernier en fait de cette fratrie et j'étais pas encore apte d'aller à l'école. Donc, je l'accompagnais au souk où elle vendait des légumes. Et je me rappelle très bien le jour où elle m'a dit, bah, tu peux vendre au lieu de jouer en fait avec les légumes. Vas-y, essaye de vendre. Et j'ai mis en fait un peu de carottes de côté. Et je me rappelle très bien du premier dirham que j'avais touché en fait. Et ça m'a fait un effet un peu bizarre. À cet âge-là, je me suis dit, bah, ça me plaît en fait de vendre. Et dès que j'avais en fait du temps libre, bah, je vendais en fait. Je pense que j'ai tout vendu en fait dans mon jeune âge. Et déjà à l'âge de 16 ans, j'étais indépendant financièrement. Je tournais avec un budget en fait de 20 000 dirhams déjà à l'époque, c'était pas négligeable. Donc j'ai vendu des cahiers. En fait, j'avançais à chaque fois. J'avançais à chaque fois dans un peu le type de commerce que je faisais. Et donc, après, j'ai eu la chance, bien sûr, aussi de poursuivre un parcours intéressant académique. Donc, et je me suis dit, bon, l'entrepreneuriat, c'est pas tout de suite. Il va falloir aussi de faire en fait des dons un peu dans le management, de travailler dans une structure classique, de s'adapter aussi à cet environnement de travail. Donc, j'ai passé 8 ans dans des grosses boîtes quand même du CAC 40 en France. Et, euh, et j'ai pu en tout cas acquérir toutes les compétences qui aujourd'hui me permettent de driver cette entreprise. Mais personne en fait ne prédisait, si je peux revenir en fait sur mon parcours, mais personne ne prédisait que j'allais en tout cas avoir ce parcours-là, parce que je suis né en fait dans un quartier populaire à Casablanca, Sébastien, dans une famille, on peut dire pauvre, hein, je ne vais pas jouer le jeu de modeste, dans une famille pauvre. Moi, ma mère, en fait, elle a eu une retraite de 1000 dirhams avec 5 enfants. Et donc, si elle n'était pas combattante, s'il ne sortait pas, en fait, travailler à cette époque-là, je pense que moi et mes frères, on n'aurait pas pu survivre, en fait, à cette situation-là. Et donc, c'est pas que j'ai commencé de zéro. S'il y a moins zéro, je pense que ça s'applique un peu à ma situation. Mais ça m'a jamais dissuadé pour la simple raison, c'est que je voyais en fait ma mère qui n'avait pas du tout de compétences, en tout cas, elle était femme au foyer. Et elle s'est dit, bon, bah, du jour au lendemain, il n'y a plus le papa, bah, il faut faire avec, hein, je ne vais pas rester ici à attendre que quelqu'un m'apporte à manger. Je vais sortir et je vais chercher à manger à mes enfants. Et ça, moi-même, en étant petit, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, bah, si ma mère a pu le faire, pourquoi pas moi? Et en fait, sans faire de psychologie de comptoir, mais quand même, votre mère vous a donc montré que dans la vie, il fallait se débrouiller, qu'il fallait créer, qu'il fallait entreprendre, même avec de petits moyens, qu'il fallait savoir prendre des risques. Et de l'autre côté, votre père, lui, était chauffeur routier. Donc vous êtes entre les deux et vous avez créé une entreprise qui optimise les retours à vide du transport de marchandises. Et ça, c'est quand même incroyable.
Je pense que c'est un peu quand même le sort et puis le destin en Ouais, calcul. Moi, c'est des années après, en fait, que ce lien s'est imposé naturellement. Mais dans mon parcours, moi, j'ai suivi, en fait, un parcours d'ingénieur. J'allais pas, en tout cas, où je pensais pas, un jour, revenir au métier de mon père. Donc, pour moi, je pense que des fois, on choisit pas. Des fois, c'est un peu voilà, donc le destin qui un peu nous mène à des choix, ou impose en fait des choix à nous. Moi, c'était assez naturel de dire, bon, c'est une revanche en fait à prendre pour tous les chauffeurs routiers parce que c'est un métier qui est loin d'être facile, un métier qui n'est pas du tout sexy. Aujourd'hui, en Europe déjà, il manque plus de 200 000 chauffeurs. Et au Maroc, en fait, il y a un manque de plus de 20 000 chauffeurs. Donc, c'est un métier qui est pénible. C'est un métier, moi, mon père, des fois, c'est des jours, en fait. On ne le voyait pas parce que il vivait un peu dans son camion. ouais, Quand il prend la route, c'est le quotidien de tous les chauffeurs. Ils ont des enfants, mais ils peuvent les voir que entre 10-15 jours, en fait, après 10-15 jours, parce que la plupart du temps, ils sont dans leur camion, ils préparent à manger dans leur camion, ils vivent dans leur camion, ils sont. Donc, nous, en fait, en ayant cette ambition d'optimiser les retours à vide, en quelque sorte, c'est d'écourter ce temps-là d'attente, parce que des fois, ils attendent 4-5 jours jusqu'à ce qu'ils trouvent un chargement pour revenir, en fait, par exemple au Maroc, ou revenir un peu près de chez eux pour voir leurs enfants et profiter aussi de leur vie. Je pense que moi, en tout cas, après un peu de recul, hein, c'est de dire, je suis très fier quand même de ce qu'on a accompli. Ça me, ça me, ça me fait un peu chaud au cœur quand je vois des chauffeurs qui disent bah, merci, ça donne du sens en ce qu'on fait. Des transporteurs aussi qui disent bah, on était quand même dans une situation compliquée parce que c'est un secteur qui, où les transporteurs ils font 2%, 3% de marge. Donc les marges ils sont très serrées. Et les retours à vide, c'est ce qui complique la situation parce qu'ils vont payer des charges sans pour autant voir les couleurs de l'argent en fait de ces kilomètres-là. Et donc, ouais, vraiment en fait, c'est un mélange, je dirais, de, 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 de valeurs, de richesses partagées, d'opportunités. C'est quelque chose en fait qui nous rend fiers de ce qu'on a accompli. C'est vrai que donner du sens à ce que l'on fait, ça n'a jamais été aussi important, ça n'a jamais pris autant de place dans la vie d'un entrepreneur. Je voudrais qu'on revienne à votre parcours. Vous êtes lauréat donc de l'école d'ingénieur de Mohamedia. Quand j'ai interviewé le professeur Rachid Yazami, il me disait que les ingénieurs devaient devenir des entrepreneurs, devaient apprendre à être commercial par exemple. Alors, est-ce que ça veut dire, Sidris, que l'ingénieur d'aujourd'hui, l'ingénieur 3.0, c'est un ingénieur qui va s'ouvrir encore plus au monde qui l'entoure et devenir un entrepreneur avec des compétences en soft skills, en finance, en commercial encore plus élevées que ce que ça pouvait être auparavant, pour pouvoir justement profiter des opportunités qui pourraient se présenter à lui. En fait, je pense que c'est une doctrine quand même assez ancrée dans la société. C'est que nous, notre parcours académique, on nous a toujours dit que ingénieur, il doit travailler dans un grand groupe. On est né et on étudie dans cette optique-là d'un jour devenir un salarié. Et à aucun moment, en fait, dans notre parcours académique, on a un module, ne serait-ce que 2 heures, en fait, d'orientation avec un entrepreneur. On n'a pas de module d'entrepreneuriat. En tout cas, je parle des écoles d'ingénieurs. Peut-être que dans les écoles de finance, c'est le cas. Et je pense que c'est dommage parce que un ingénieur, il a tous les ingrédients. En tout cas, il a un mindset
plus proche de devenir un entrepreneur qu'un financier. Parce que les outils, en fait, et la capacité d'analyse et de synthèse, c'est quelque chose qui permet de trouver toujours, en fait, des solutions, de toujours, en fait, s'en sortir, même dans les moments les plus durs. D'ailleurs, quand on faisait du maths et tout, on parlait tout le temps, en fait, de problématiques. On va résoudre cette problématique. On passe, en fait, notre temps dans les classes préparatoires à résoudre des problématiques. Et ben, la vie entrepreneuriale est faite de problématiques. Et donc, c'est dommage, en fait, que moi, je trouve, et je pense qu'on aura tout à gagner à commencer à inclure des modules d'entrepreneuriat, ne serait-ce que des témoignages ou des conférences où ces étudiants, c'est une école très chère pour moi, l'école Mohammadi d'ingénieurs, on a appris beaucoup de choses dans cette école-là, mais on aura tout à gagner, par exemple, la première année à dire, bah, écoutez, ça sera pas un stage d'initiation dans une école classique, l'OCP, j'ai tout le respect pour ces sociétés-là, mais moi, personnellement, j'avais fait un stage de 2 mois chez l'OCP, c'est pas contre le groupe, mais j'ai rien appris, en fait. On est là, voilà, on fait un peu le tour, on veut même faire des photocopies, mais on n'a pas la possibilité de le faire, on va faire un tour de papote, on va prendre le transport tous les jours, mais qu'est-ce qu'on a appris? Pas grand-chose. Eh ben, je préfère plutôt que je passe, et j'aurais aimé en tout cas à cette époque-là avoir eu l'occasion de passer mon stage chez une start-up qui a besoin en fait de ressources. Parce que là, c'est certain, la personne ne va pas chômer. Il y a du boulot. Dans une start-up, au lieu, parce que certaines start-up ils n'ont pas les moyens d'embaucher, et seront ravis d'avoir des compétences, en tout cas des personnes avec une tête bien faite, qui vont essayer c'est que on aurait tout à gagner, même dans notre modèle de développement, de pousser encore plus nos jeunes, en fait, à penser entrepreneuriat. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, c'est devenu même, en fait, le cheval de bataille de plusieurs pays. Aujourd'hui, si on parle, par exemple, d'Israël, c'est un pays de start-up. c'est vrai que on a tendance à marketer l'image de l'entrepreneur qui a du succès, qui enchaîne les réussites les unes après les autres, et ça a l'air d'être effortless, hein, vraiment sans effort, alors qu'en réalité, un entrepreneur, c'est peut-être quelqu'un qui se sent plus libre, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui doit gérer la pression parce que il doit satisfaire ses actionnaires, son banquier, ses collaborateurs, ses clients. Il doit aussi pouvoir contrer et anticiper sur la concurrence. Et en fait, quand on visite les coulisses de la réussite d'une personne, on se rend compte que cette réussite, eh bien, elle est le prix d'une charge de travail qui est énorme et d'une course d'obstacles presque sans fin. Bah, je pense que sans challenge, il n'y a pas de start-up. En fait, une start-up, c'est un rythme qui est très intense. Contrairement à si vous êtes même directeur dans une société, gérer une start-up, c'est déjà devoir avoir plusieurs casquettes. Parce que vous n'avez pas les moyens de recruter plusieurs ressources, vous n'avez pas les moyens de se staffer en conséquence, et donc vous êtes obligé en même temps d'avancer et d'apprendre sur des métiers qui ne sont pas vos métiers de base. Par exemple, un CEO, au départ, il doit être marketeur, il doit être commercial, il doit suivre aussi les opérations, il doit aller chercher des fonds, en fait, il doit être multicasquette. Et déjà ça, pour une personne, ça peut être un burn-out en fait assuré, si la personne n'est pas vraiment résiliente. Et la première qualité, c'est ça, c'est que il faut avoir voilà, un mindset en fait de guerrier pour dire, bon, c'est une période où il faut rester solide avant que les choses ne se tassent et avant que puisse avoir les ressources pour commencer à déléguer, pour commencer à staffer en conséquence et créer une organisation autonome. Mais au départ, toute la startup repose sur son leader.
Et c'est un poids qu'il faut quand même savoir supporter. Parce que les personnes qui travaillent avec vous, au départ, s'ils voient que vous baissez les bras, c'est toute l'équipe en fait qui baisse les bras. S'ils voient en fait que le CEO n'a pas les compétences d'aller chercher des fonds, bah, ça va commencer un peu à faire dodo au boulot, ça va commencer un peu en tout cas, c'est des heures d'absence et les résultats seront très manifestement ressentis. Donc, la première qualité, je le dis en fait à toute personne souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la résilience. Et surtout le courage. Bah, le courage, je pense, la résilience, le courage, oui, effectivement, on ne peut pas les dissocier. Après, le courage, la première chose, c'est de se lancer dans le vide. Une startup, c'est de se lancer dans le vide. C'est de se dire, bon, ça peut marcher et 90%, ça va se cracher. Est-ce que vous êtes capable d'avancer avec cette hypothèse que vous avez même pas 10%, hein, des fois, c'est 1% de chance que votre startup puisse perdurer et qu'elle puisse réussir. Après, Ouais. chacun ses ambitions. Moi, personnellement, j'essaye toujours de pousser le curseur en fait le plus loin possible. Je pourrais très bien en fait me limiter à un chiffre d'affaires d'1 million d'euros après la première année, mais non, je veux aller chercher des 100 millions. Et d'ailleurs, votre objectif, c'est 10 000 camions, c'est bien ça? Alors, justement, je voulais vous poser une question. J'ai découvert que la face éclairée de la Lune était à 150 degrés de température, tandis que la face qui ne l'était pas, eh bien, la température chutait à moins 150, voire à moins 250. Alors, ma question, c'est, est-ce que réussir, c'est ne pas échouer ou c'est apprendre à échouer? Il faut accepter l'échec. C'est pas, il faut accepter l'échec. Il faut pas avoir peur parce que c'est avec l'échec en fait qu'on apprend. Euh, Moi, je dis toujours, si vous avez en tout cas peur de l'échec ou vous n'arrivez pas à accepter l'échec, sachez que ça va être dur en fait de mener cette vie d'entrepreneur. Parce qu'on échoue en fait dans la journée 10 fois avant de réussir une fois. Parce que chaque action qu'on fait dans la journée, sur 10 actions, c'est sûr qu'on va échouer dans la moitié, voire plus. Par exemple, dans la partie commerciale, vous pensez, vous êtes enthousiaste, vous allez rencontrer le décideur dans une entreprise et vous dites, bon, ma solution, elle est top. Parce que toujours, en fait, en tant qu'entrepreneur, on se croit le héros, en fait, du monde. Notre solution est la meilleure. Et donc, quand on va voir, en fait, une entreprise et que cette entreprise dit, bon, on n'est pas intéressé, c'est un échec en soi. Est-ce que vous avez la capacité de vous relever ou pas? Et donc, tous ceux qui disent, ouais, bon, l'échec, j'ai du mal, bah, c'est pas pour vous, en fait, cette aventure-là. Il faut admettre l'échec, ça fait partie de la vie. Par contre, il faut apprendre de ces échecs. Et c'est ce qui fait un bon entrepreneur. C'est-à-dire, par exemple, ce cas de figure, vous êtes allé voir un client et vous avez tout misé, en fait, sur ce client-là, en disant, bah, lui, il va me sauver ce mois-ci, il va sauver mon chiffre d'affaires ce mois-ci. Et en sortant, bah, il vous dit non. Qu'est-ce que vous avez appris en fait de ce rendez-vous-là? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez changer pour que le client d'après, ça sera un oui plutôt qu'un non? Et c'est comme ça en fait que un entrepreneur il peut avancer. Donc il ne faut pas s'arrêter aux échecs. Il faut apprendre de ces échecs parce que moi personnellement, je les nomme pas des échecs, mais c'est des apprentissages. Vous avez raison, d'ailleurs beaucoup disent qu'on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Mais bien sûr, parce qu'une réussite, c'est quoi? On revient à ce cas de figure. Je suis allé voir le client, il m'a dit oui. Bah, c'est très facile. Peut-être que s'il m'avait challengé, j'aurais pu en tout cas sortir une autre idée. S'il m'avait challengé, j'aurais dit bon, la prochaine fois, au lieu d'aller voir client par client, je vais monter une stratégie digitale et aller chercher des clients en 1 heure. Et si j'allais à chaque fois revoir un client, il me disait oui, 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 bon,
fin du mois, j'aurais vu en fait 30 clients. Ils m'auraient tous dit oui, mais si j'avais exploré en fait un autre chemin, ça aurait été 100 clients. Alors, Sidris, j'ai l'habitude de dire que la vie, c'est un puzzle qu'on assemble tout au long de notre vie. Euh, du moins, lorsqu'on arrive à avoir déjà en tête la grande image, la big picture. Vous concernant, vous avez déjà toutes les pièces de votre puzzle? Je pense pas. Je pense pas parce que on découvre en fait tous les jours de nouvelles choses. C'est-à-dire, nous, on apprend un peu de ce qu'on confronte tous les jours. Moi, je sais pas, par exemple, l'année prochaine, est-ce que ça, on aura, par exemple, une autre pandémie? On ne sait pas, par exemple, si l'année prochaine, bah, le marché, il va se métamorphoser. On ne sait pas si on aura un contexte géopolitique compliqué. Et donc, on peut jamais, en fait, se dire, bah, ça y est, moi, mon puzzle, il est fait. Ça y est, en fait, mon chemin est tracé. Même les boîtes, en fait, les plus grandes boîtes, s'ils sont dans cette configuration-là, c'est la mort, en fait, subite. On a vécu ça avec Motorola, avec Nokia, où tout le monde promettait en tout cas un avenir propice pour ces boîtes-là, parce qu'ils étaient les géants quand même dans leur secteur. Mais à un certain moment, ils n'avaient pas suivi la tendance où ils avaient dit, bah non, nous, on est sûr de ce qu'on fait. Ouais, je pense que les écrans tactiles, tout ça, ça va pas marcher. Hein. Ça va durer quoi, 2 mois et tout. Bah, ça y est, ils ont persisté quand même, ils ont persisté dans leur incohérence et en tout cas leur négligence de cette tendance-là. Et finalement, ils ont disparu quand même de la carte. Donc, quelqu'un qui n'admet pas qu'il doit toujours être à l'affût des nouveautés, qu'il doit toujours être proche de la réalité, bah, c'est de se voiler en fait la face et Ouais. de, 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 de risquer d'être dépassé par les événements. Est-ce qu'un homme qui a réussi, c'est un homme libre? Euh, Franchement, cette notion de liberté est quand même vague. Moi, la liberté, je la définis dans le bonheur, en fait. Je préfère plutôt la notion de bonheur à la liberté. On peut être, par exemple, salarié, mais heureux. C'est pas pour autant qu'on est libre, hein. C'est-à-dire on dépend d'un chef hiérarchique qui nous dit ce qu'il faut faire, mais on s'entend bien, on a un environnement de travail sain, on est heureux, on est tranquille. Hein. Je dis pas que tout le monde doit laisser tomber son travail pour devenir entrepreneur. Il y en a qui sont très heureux dans leur travail-là, qui se sentent libres tout en étant salariés. La définition, elle est très vague, mais moi, ce qui m'importe, c'est d'être heureux, en fait. Et pour être heureux, si je reviens sur cette vie, en fait, d'entrepreneur, moi, je plaide un peu pour ma paroisse, donc pour les start-upers. C'est difficile parce que c'est un rythme, en fait, qui est très intense et c'est un équilibre qu'il faut trouver entre vie professionnelle et vie personnelle, et qui n'est pas souvent facile à trouver. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on a eu trop souvent l'habitude de ne poser qu'aux femmes, mais moi j'aime la poser à toutes les personnes que j'ai le plaisir d'interviewer. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre justement entre vie privée et vie professionnelle de start-upper? Parce que on n'est pas seulement un chef d'entreprise, on est aussi, en tout cas vous concernant, un père de famille, un époux, un fils, un frère, un ami. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous aujourd'hui, ou est-ce que vous dites c'est pas le moment, on va le mettre de côté et je vais aller à fond dans le boulot? Comment vous gérez cette question d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle? Euh,
Alors, on pourrait passer toute une journée pour répondre à cette question-là, mais je vais te dire que il faut trouver l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est la famille? Moi, j'ai déjà choisi, c'est ma famille. Donc, quand j'ai un choix à faire dans la vie, je vais toujours en fait peser ça, mettre dans la balance. Est-ce que si je fais ça, ça va prendre de ma vie personnelle et du coup, j'aurai moins de temps, par exemple, à passer avec mes enfants, j'aurai moins de temps à passer avec mon épouse, à créer un environnement sain aussi pour ma petite famille. Est-ce que ça va m'apporter grand-chose au niveau du travail? Donc, il y a toujours en fait ce dilemme. Et il faut partir de ce constat-là. C'est le choix. Si vous avez un choix à faire, est-ce que vous choisissez entre votre famille ou votre projet? Bah, si vous répondez à cette question très tôt, bah, vous avez tout gagné parce que ça va en fait vous, ça va créer en fait un, un, un environnement ou un mindset en fait qui vous permet de prendre rapidement les décisions. Une décision arrive, ok, je la prends, ça va prendre de mon temps perso, ça va apporter à mon projet ou non, et vous arbitrez assez facilement. Par exemple, aujourd'hui, dire non, c'est une qualité, mais beaucoup de personnes ont du mal à dire non. Moi, j'ai pas de mal en fait à dire non, même à des à des projets euh, intéressants, si je pense que ça va nuire, par exemple, à cet équilibre-là. Je dis non, bien sûr, en expliquant, mais c'est important de dire, en tout cas, de dire, bah, dans tous les cas, il n'y a pas assez d'heures de travail dans la journée et on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et on peut pas tout faire. Et donc, c'est pas pour fixer des heures. Aujourd'hui, bon, j'ai bien sûr des heures de malade en fait de travail. Je me réveille le matin à 6 heures pour m'occuper de mes enfants. Je commence à lire mes mails très tôt. Le soir, je dois passer un petit peu de temps avec mes enfants, mais la journée, en tout cas, le travail ne termine pas. Donc, dès lors qu'ils font dodo, bah, moi, je reprends un peu à revoir mes mails. Et donc, c'est normal, mais du moment, en fait, que du moment que c'est pour ça que je vais revenir, en fait, au bonheur. Quand on crée, en fait, une entreprise et qu'on travaille dans son propre projet, on n'a pas le sentiment de travailler. Donc, on ne se fixe pas des heures de travail. On est libre, on se dit, bah, je fais ça et je suis heureux, en fait, même si c'est des 16 heures de travail par jour. Je suis heureux de le faire. Ça a un sens, ça vient aussi renforcer ça. Quand on a un sens et des valeurs dans le projet, un impact, ça renforce cette idée-là et ça facilite aussi la tâche au niveau de la famille. C'est-à-dire, votre partenaire, votre compagnon, votre épouse et compagnie, ils se disent, bon, s'il n'est pas présent là, à ce moment-là, c'est pour une bonne cause. C'est pas un projet où ils vont, je sais pas quoi, c'est pas pour dénigrer en fait les autres types d'entrepreneuriat, mais c'est un projet quand même où ça a un impact pour des milliers en fait de chauffeurs, ça a un impact pour des milliers d'entreprises. Et bon, tant pis, si on va pas faire cette sortie-là, je sais qu'il a un projet en fait intéressant à côté et je vais pas lui en vouloir et je vais pas piétiner sur ses affaires et en tout cas le déstabiliser parce que je vais dire maintenant il fallait être avec nous et pas encore une fois dans votre projet. Mais c'est pas facile. Moi, je le dis, bah, je pense que si vous posez la question à tout entrepreneur, la réponse, elle sera toujours la même. C'est difficile de trouver un équilibre. Par contre, je dis à tout entrepreneur, bah, répondez vite en fait à cette question-là. Quelle est la priorité? Alors, parlons d'enfants justement, ou d'adolescents. Si vous aviez, Sidris, un conseil à donner au jeune Driss de 15 ans, ce serait lequel? Franchement, je vais lui dire bravo. Bravo, pourquoi? Parce que je suis né dans un milieu qui est quand même difficile. Et c'est pas évident. Moi,
Je pense les gens qui peuvent écouter et qui sont nés dans des quartiers difficiles comme ça, bah, je pense que c'est 0,1% en fait. Peut-être, hein, voire moins de population qui arrive quand même à sortir la tête de l'eau. Et bah, je lui dis bravo parce que il a tenu bon. Bravo parce que il a pu rendre fière sa maman. Bravo parce que il donne l'exemple à d'autres jeunes de ces quartiers-là pour qu'ils croient aussi dans leurs rêves. Et bravo parce qu'il continue à persister et à faire en sorte de réaliser le rêve de milliers, voire des millions d'enfants, de sortir de ces quartiers-là difficiles et de se dire, bon, c'est pas parce qu'on est pauvre, c'est pas parce qu'on est issu d'une famille pauvre qu'on peut pas y arriver. Si on peut y arriver, regardez Driss Jabbar, il est passé de moins 0 à 20 millions de dollars pour sa société. Sur papier, c'est un milliardaire issu de Sveta. C'est vraiment un beau slogan, le milliardaire de Sveta. Surtout que après ce moment qu'on a passé ensemble, nous savons qu'il y a bien plus que cela. Il y a des valeurs, il y a du sens, il y a beaucoup de générosité et aussi beaucoup de réflexion sur votre réussite et sur l'orientation que vous souhaitez lui donner pour vous, votre famille et pour notre terre aussi. Et donc moi aussi, je vous dis un grand bravo et un énorme merci, Driss. Moi, je vous remercie parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir d'échanges comme ça, parce que c'est souvent en fait axé travail et c'est rare en fait que je parle de moi, de mon parcours. Donc, merci parce que c'est des souvenirs quand même en fait qui ont été ravivés. Donc, et puis j'espère aussi la réussite pour votre projet parce que c'est quelque chose de noble aussi ce que vous faites. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait donner l'exemple à des milliers en fait de jeunes qui cherchent peut-être un exemple, c'est pas forcément un idole, mais un exemple qui a pu percer ou qui a pu apporter quelque chose à la société. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis au tout début en fait de cette aventure-là et ça me fera plaisir en tout cas de suivre la vôtre. La visite des coulisses de la réussite de Driss Jabbar et de sa start-up Cloudfret prend fin et nous pouvons en retenir que donner du sens à ce que l'on fait, se préparer à travailler dur, prendre le risque comme une opportunité, savoir dire non pour maintenir un équilibre entre son travail et sa vie privée. En fait, Driss Jabbar vous a certainement apporté de nombreuses clés. N'hésitez pas à écrire en commentaire de ce podcast celles qui vous ont le plus marqué. Monsieur Jabbar a aussi parlé de résilience comme une qualité fondamentale pour réussir. Et ce sera l'objet de mon conseil soft pour développer vos skills de lundi prochain. Quant à l'interview de jeudi, nous parlerons de service à la nation et de la Grèce. Je ne vous en dis pas plus. Pour le découvrir, abonnez-vous au podcast 27, tout simplement.